Bien, nous allons commencer. Tout d'abord, je suis Bernard Rentier. Beaucoup d'entre vous doivent se demander pourquoi, qu'est-ce que je fais là. Je n'habite pas Cointe, je ne suis impliqué dans aucun mouvement, quel qu'il soit. Par contre, j'ai un passé de recteur dans cette ville. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de l'Observatoire qui fut un fleuron de l'Université de Liège. Alors, il ne l'est plus, donc vous me direz, t'es-tu alors, hein, puisque si vous l'avez vendu, après, laissez les gens se débrouiller. En fait, je suis aussi devenu le président des Amis de l'Université de Liège. Et dans les Amis de l'Université de Liège, il y a beaucoup de monde qui se préoccupe beaucoup du patrimoine de l'université ou de l'ancien patrimoine de l'université. Alors tout d'abord, je voudrais saluer tout le monde et vous remercier sincèrement d'être ici. Je voudrais remercier les autorités, les personnalités politiques qui sont là, Madame l'échevine du patrimoine, mais nous sommes très très contents qu'elle soit là puisque le sujet est bien celui-là. Les représentants, nous attendions Madame Gréoli mais qui n'a pas pu nous rejoindre, mais elle est effectivement représentée. Et donc, par Monsieur Lejeune, il y a aussi des représentants des différentes formations politiques. C'est pas tout à fait un hasard, c'est parce que nous voulions, dans le groupe relativement informel qui s'est constitué pour la défense de l'Observatoire, nous souhaitions profiter un petit peu du timing qui est celui du fait que nous sommes en avril 19 et qu'il va se passer des choses en mai 19, pour essayer de tâter le terrain et de savoir quelles étaient les perceptions des uns et des autres par rapport à l'avenir de l'Observatoire. Alors, peut-être quelques petits mots préliminaires parce que les événements se précipitent, il se passe plein de choses. Vous savez probablement tout ce qu'il y a eu en 2017. Moi, j'étais pas dans le coup, mais a été lancée une pétition pour le sauvetage de l'Observatoire, qui est une pétition qui a recueilli 25 000 signatures. Alors, c'est pas banal, parce que 25 000 signatures, ça n'arrive pas souvent, en particulier pour une problématique locale. Et donc, ça veut dire qu'il y a une sensibilisation, qu'il y a beaucoup de monde qui se préoccupe de ça. Effectivement, je ne sais pas, beaucoup d'entre vous probablement, puisque vous êtes ici, mais beaucoup d'entre vous sont passés devant ce bâtiment tout à fait extraordinaire. Et il l'est d'ailleurs, les architectes nous expliquent pourquoi il est extraordinaire. Je n'entrerai pas dans les détails, mais on va nous l'expliquer. Mais quand on passe devant et qu'on voit l'état de dégradation, en particulier de la couverture de ce que l'on appelle la méridienne, qui est un instrument fabuleux, qui est encore en très bonne santé à l'intérieur, qui a une valeur historique incomparable. Je pense qu'il n'y en existe que 2 en Europe. Et quand on voit la manière dont les choses évoluent et se dégradent, il est normal que tout un chacun se dise mais que devient ceci? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut remonter assez loin en arrière, vraiment à la toute fin des années 90, où l'université, ne pouvant faire face à l'entretien de ce grand bâtiment, du parc, etc., a en quelque sorte jeté l'éponge et a pris une décision. Enfin, on était dans une période où il fallait prendre des décisions, et il y a eu des décisions un peu dans tous les sens qui ont été faites. Vous savez qu'on a abandonné le Val-Benoît, on a dû abandonner l'Observatoire, qui a été racheté par la région wallonne, avec l'intention parfaitement bien déclarée de le maintenir en état et de lui donner une affectation particulière.
On a parlé à cette époque-là d'archéologie, de différents un centre consacré à l'archéologie, aux archives archéologiques, etc. Puis ça ne s'est pas fait. Et finalement, rien ne s'est fait. Et donc, au bout d'un certain temps, il est normal qu'on se pose la question. Et la question étant posée, voilà, beaucoup de gens ont eu envie de poser la même question. C'était en 2017, donc il ne s'est rien passé depuis, et donc voilà, les organisateurs de cette pétition se sont dit, ça commence à faire longtemps, il serait peut-être temps qu'on bouge un peu. Et donc, on a décidé de faire ceci. Alors, probablement le plus absolu des hasards, mais nous avons appris hier que la demande de classement avait été introduite par monsieur le ministre Colin, et que donc les choses bougent, ce qui est évidemment ce qui nous réjouit. Et donc ce que je voudrais préciser ici, et la raison pour laquelle c'est moi qui vous parle, c'est parce que le sujet doit être complètement dépolitisé. Nous sommes tout simplement des personnes de bonne volonté qui ont envie qu'on fasse quelque chose, qui peuvent proposer des solutions sans prétendre que c'est la panacée, sans prétendre que ça va marcher, sans prétendre savoir déjà très exactement comment et où on va trouver les financements nécessaires pour faire ce qu'il faudrait faire, mais au moins on se dit qu'il faut qu'il y ait des projets et il faut que quelque chose se passe et bouge. Alors, la première chose, c'est le classement. Évidemment que c'est clair que le classement est une excellente nouvelle, mais bien que, je vous dis tout de suite, je n'ai pas dit que c'était classé, on est encore très loin de la réalité. C'est l'enquête de classement qui démarre, l'enquête en vue du classement, mais enfin, ça veut dire que c'est dans l'idée. Ça veut dire qu'on va probablement échapper à des choses auxquelles on pourrait penser. Par exemple, la revente à un promoteur qui va laisser pourrir complètement les choses et puis démolir et puis construire des villas, par exemple, qui se vendraient relativement cher. Ce qui amènerait énormément de monde sur ce site, ça c'est tout à fait clair, mais avec évidemment des travaux importants et pendant un temps assez long. Donc, d'une manière générale, peu de monde est favorable à cette idée, mais il y en a qui sont favorables, bien entendu, on respecte toutes les idées et propositions, mais il nous a semblé qu'il était important de débattre au moins, qu'au moins on en discute. Alors, nous ne voulons pas non plus partir comme des grands naïfs, donc c'est aussi très bien que les uns et les autres qui ont des compétences nous disent dans quelle mesure c'est un rêve inaccessible, ça n'a pas de sens, laissez faire les autres, ça va aller, ça va pas, voilà. Donc tout est ouvert et c'était bien l'idée de ce que nous voulions faire aujourd'hui. Alors quelques mots alors en tant qu'université. Le bâtiment a été... La décision de construire ce bâtiment remonte à l'époque du recteur Strazenster, bien connu comme un très grand bâtisseur, puisque énormément de bâtiments ont été décidés sous son rectorat, qui a duré relativement longtemps, et il a ainsi fait construire toute la série des bâtiments que l'on appelle les bâtiments Strazenster, notamment les bâtiments qui se trouvent du côté de l'Institut de zoologie, l'Institut de physiologie, l'Institut d'anatomie, tous ces bâtiments-là, et le bâtiment de l'observatoire. Alors, tous avec des styles particuliers, je ne m'aventurerai pas à les caractériser, mais avec une très grande originalité, reconnue par tout le monde comme valant vraiment la peine d'être préservée. Alors ici, des bâtiments comme celui-ci et du même genre que celui-ci, il y en a très peu qui sont
classés en région wallonne. Et on a notamment 2 à Liège qui sont bien connus. C'est la partie du palais du gouverneur. Et c'est la face vers l'ancienne place Lodger. Et puis vous avez la Grand Poste. Bon, ça, c'est classé, mais jusqu'ici, le bâtiment de l'Observatoire n'est pas classé. Donc, voilà, la porte s'ouvre. Alors, la décision a été prise en 1870, et c'est seulement en 1881 que dans la période 80-82, que le bâtiment a été construit. Alors, en même temps que le bâtiment a été construit, on a aménagé un parc avec une très grande attention aux aspects botaniques, et en particulier, il y a eu des arbres qui ont été plantés, qui sont maintenant centenaires, bien entendu, et qui sont des arbres tout à fait magnifiques. Il y a notamment un platane tout à fait exceptionnel, et il y a pas mal d'espèces végétales qui ont été implantées là-bas, y compris venant de l'étranger. Il y a des essences nord-américaines, etc. Enfin, il y a énormément de valeur dans le parc lui-même. Le bâtiment lui-même est un peu hétéroclite, puisqu'il y a le bâtiment principal, mais ça, on va vous en parler. Et puis, on a construit dans les années 60 un deuxième bâtiment qu'on appelle le bâtiment jaune, qui n'a pas la même couleur de brique, mais qui est considéré comme un bâtiment tout à fait intéressant de l'architecture nouvelle des années 60. Voilà, donc il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes et qu'il faut garder en tête, évidemment, parce que lorsqu'on parle de classement, il y a une multitude de critères pour ce classement, et nous allons évidemment vous expliquer, mais le plus simplement possible, mais les différents critères qui sont nécessaires pour justifier un classement, bien entendu. Dernière chose, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de ceci. Ce n'est pas rien, et ça a été encore bien pire par le fait que nous ayons dû changer de crèmerie, comme on dit. Alors, bien sûr, le clou, c'était d'organiser ça sur place. Le bâtiment n'est cependant pas tout à fait accessible à un nombre infini de personnes. Et donc, quand c'est quelques personnes ou des petits groupes, on peut obtenir des autorisations relativement facilement, mais lorsqu'on accueille un public plus vaste, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et donc, nous n'avons finalement pas pu vous faire venir tous ensemble dans ce bâtiment-là. Mais je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont dévouées pour ça, parce que ça fait quand même plusieurs jours que plusieurs d'entre elles se sont dévouées et sont allées nettoyer, dégager, protéger, enfin, faire en sorte qu'on puisse y aller. Mais malheureusement, voilà, à la toute dernière minute, nous avons été obligés de changer de lieu. Une autre chose, oui, je voudrais aussi mentionner Monsieur Leschevin-Hupkens, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a été tout à fait, enfin, nous a bien aidé pour envisager l'organisation de ceci. Et je voudrais vous signaler que la séance ici est enregistré, filmé. Je dis ça parce que si certains d'entre vous veulent poser des questions, alors ils doivent savoir qu'ils vont être filmés. Et donc, je ne veux prendre personne par surprise par rapport à ça, pour que vous sachiez ce qui se passe vraiment. On n'a pas pu faire du streaming, mais on aura une vidéo qui sera disponible et que vous pourrez revoir. Voilà, j'ai été suffisamment long, je pense, et ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'abord de vous présenter les différentes personnes qui vont intervenir. Nous aurons Antoine Baudry, Delphine
Peters et François Schreuer qui vont intervenir successivement avant que nous ouvrions le débat. Donc, merci Monsieur Rentier pour cette belle introduction qui pose déjà pas mal de jalons et qui pose déjà pas mal le débat. Pour me présenter très succinctement, donc moi je m'appelle Antoine Baudry, je suis historien de l'art et archéologue de formation et à l'heure actuelle je travaille pour l'université de Liège, une institution au sein de laquelle je réalise une thèse de doctorat sur la restauration du patrimoine en Belgique au XIXe siècle. Et donc en travaillant sur la restauration et sur le patrimoine en Belgique dans une perspective historique, forcément, je suis amené à m'intéresser à ce qu'on fait de ce patrimoine à l'heure actuelle. Et donc, l'Observatoire de Cointe étant un bâtiment qui ne laisse pas, je pense, indifférent, il était, entre guillemets, de mon devoir, ou en tout cas, je n'ai pas su résister à l'appel lancé pour sa protection et sa sauvegarde. Il me revient la tâche douloureuse ou délicate de brosser assez rapidement les 140 ans d'histoire du site, pour évoquer très rapidement la naissance, le pourquoi, vraiment la genèse de ce bâtiment dans les années 1880. Il faut se replonger dans l'époque, en tout cas, il faut se replonger dans le contexte de la Belgique au XIXe siècle. Il y a deux facteurs qui vont en fait lancer cette construction parmi tant d'autres. D'une part, c'est l'essor démographique conséquent du pays, et d'autre part, c'est le 19e siècle, c'est l'émergence des nouvelles technologies, c'est les expérimentations. Et l'université de Liège, donc, qui à l'origine prend ses quartiers sur la place actuelle du 20 août, se retrouve d'une part un peu trop étriquée dans ses locaux, avec l'affluence des étudiants qui ne fait que grandir, et d'autre part, elle est sensibilisée à des nouvelles techniques de pédagogie ou d'enseignement qui prônent justement le fait de faire des activités, de faire des démonstrations, des expériences avec ses étudiants. Et donc, dans les années 1870, il y a une loi qui est passée en Belgique, c'est la loi Delcourt, qui prône justement, en tout cas, qui invite les enseignements supérieurs à réaliser des expériences, ce qui va lancer, notamment dans les deux universités d'État que sont Gand et Liège, toute une série de modifications, modernisations d'infrastructures. Et à Liège, on va voir émerger dans les années 1880 toute une série, tout un cheptel de bâtiments qui sont aujourd'hui, qu'on va appeler les instituts Tracenster, de par justement désolé, de par justement le recteur Louis Tracenster. Il faut signaler d'emblée que les 8 bâtiments que vous connaissez, vous les connaissez plus ou moins tous. On peut épingler notamment, par exemple, l'aquarium, qui est Van Beneden, les bâtiments qui sont situés rue Fuchs, Jardin botanique, l'Institut Montefiore, rue Saint-Gilles, ou encore l'Observatoire de Cointe. Il faut signaler que ces 8 instituts sont toujours existants, ils ont été préservés jusqu'à présent, et donc ça, c'est un premier mérite, un premier intérêt du site de l'Observatoire de Cointe, c'est qu'il fait partie d'une série de 8 instituts qui, à l'heure actuelle, sont toujours préservés dans la trame urbaine de Liège et constituent donc un maillage assez important et assez cohérent dans la ville. Alors l'Observatoire de Cointe, il va être réalisé dans les années 1800, à partir des années 1881. Il est confié à un architecte qui s'appelle Lambert Nopius, que vous connaissez tous, même sans connaître son nom. Il a été l'un des grands restaurateurs du Palais des Princes-Évêques. C'est lui également qui a réalisé l'aquarium, c'est lui qui a réalisé les bâtiments du jardin botanique et également l'Observatoire de Cointe. Donc c'est une figure de proue de l'architecture et de la restauration architecturale à Liège au XIXe siècle qui mériterait à gagner en reconnaissance. Alors, posséder un observatoire, c'est pas une donnée qui est, en tout cas, c'est pas un bâtiment qui, comme vous pouvez vous en douter, est un bâtiment habituel. Il y a très peu d'observatoires qui ont été conservés en Belgique. À ma connaissance, c'est le seul en région wallonne. On en a également à Bruxelles et à Uccle. Mais petite particularité de l'observatoire de Cointe, c'est que c'est le seul observatoire en Belgique qui a été réalisé dans un style d'inspiration médiévale. Alors vous connaissez tous l'observatoire de Cointe, notamment avec ses fameuses tours et ses façades colorées.
L'architecte, ce qui est très intéressant avec ce bâtiment, c'est que contrairement à l'ensemble des autres instituts Tracenster, pensez à l'aquarium ou pensez au jardin botanique, qui sont plutôt des édifices d'influence néoclassique, ce sont des bâtiments qui sont horizontaux, qui sont réalisés avec une belle pierre du pays ou une pierre d'importation. Là, on a vraiment ici un bâtiment, un institut qui tranche avec ses congénères, puisqu'on a un bâtiment qui est réalisé en style d'inspiration médiévale, avec également des matériaux qui sont inspirés des matériaux traditionnels du pays liégeois. Notamment la brique qui donne cette couleur rouge aux façades, et également cette belle pierre de taille grise qui est issue du bassin carrier d'Osprimont. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'Observatoire de Cointe, il est en fait une fusion de deux styles. Premièrement, c'est effectivement un style d'inspiration médiévale, qu'on va notamment retrouver dans les tours, avec ses créneaux, avec ses machicoulis. Donc, ça donne un peu l'aspect d'un petit château, d'une petite forteresse, voire même d'un petit château comme ça à l'anglaise, si jamais les images circulent dans votre imaginaire. Et ce style, l'architecte qui va puiser ses inspirations dans la sphère médiévale, va également la puiser dans l'habitat, la demeure typique du pays liégeois, des 16e, 17e et 18e siècles. Pensez par exemple à toutes ces vieilles maisons du pays de Herve, ou encore pensez par exemple au Palais Curtius. L'Observatoire de Cointe est un peu ce mélange entre d'une part des références médiévales et d'autre part des références qui sont typiquement liégeoises. Et ça en fait justement un bâtiment de grand intérêt, puisque c'est le seul bâtiment des instituts Tracenster et c'est le seul observatoire du pays qui a justement été réalisé dans ce style. Ça, c'est, on va dire, un deuxième marqueur à prendre en compte justement pour le mérite architectural du bâtiment. Alors, l'Observatoire de Cointe, donc, il est réalisé dans les années 1880 et forcément, à l'époque, il correspond aux attentes de la communauté scientifique, de l'enseignement, et au fur et à mesure, les habitudes, les mœurs, la pratique de l'enseignement évoluant, il va faire l'objet de toute une série de transformations et de modifications. Dans les années 1930-1940 notamment, il y a plusieurs bâtiments qui vont être reconstruits, notamment le fameux bâtiment de la Méridienne. Donc, c'était des bâtiments qui étaient réalisés en matériaux périssables, en bois, et qui ont été pérennisés en les reconstruisant en pierre et également en briques. Ça, on va dire que c'est une première série de modifications dans les années 1930-1940. Et ensuite, chaque époque apporte son lot de modifications pour suivre justement l'enseignement, enfin en tout cas pour suivre ce que la société attend justement de ce bâtiment. Dans les années 1960, on va voir également l'érection du fameux bâtiment jaune et d'autres bâtiments qui sont aujourd'hui occupés par la Société astronomique de Liège. Alors cet observatoire de Cointe, il est progressivement tombé en désuétude, l'université n'en avait plus besoin, et comme l'a rappelé monsieur Rentier, il a été vendu en 2001 à la région wallonne, qui a pensé à un moment donné en faire abriter le service archéologique de la province de Liège, et qui aujourd'hui en fait ne trouve pas d'affectation malheureusement, hormis une vocation pédagogique avec cette fameuse société astronomique de Liège, qui est là justement pour nous rappeler tout le passé scientifique liégeois et toute l'importance qu'a eu cet observatoire dans la recherche scientifique du pays et également de nos régions. On peut également citer, et ça M. Rentier l'avait également rappelé, c'est la création du parc autour de l'observatoire, où effectivement il y a des essences d'arbres assez variées, assez diverses, et qui aujourd'hui sont plus que centenaires, l'observatoire ayant à l'heure actuelle allant sur bientôt ses 140 ans. En tout cas, on espère qu'il le fêtera dans quelques années. Et donc là aussi, il y a un intérêt qui est un intérêt paysager à l'égard du site. Il n'y a pas que le bâtiment qui est méritoire de par le fait que c'est un architecte extrêmement important, il y a une valeur architecturale qui est là. On a également une valeur qui est une valeur paysagère, voire même peut-être une valeur écologique, si le mot ne fait pas peur, qui est assez importante. Et enfin, l'observatoire de Cointe, il a été
encore une fois un petit rappel historique, il a été le premier à s'implanter sur la colline de Cointe dans les années 1880. Et suite à cette implantation, c'est un peu lui qui a donné le moteur à justement l'urbanisation de cette colline. Et justement, on a la chance à l'heure actuelle, non seulement d'avoir conservé une grande partie du bâti primitif, on a également conservé tous les ajouts historiques des années 1930, 1940, 1960, qui à chaque fois ont eu le mérite de s'intégrer harmonieusement au bâtiment primitif, tout en à chaque fois marquant les apports de chaque époque. Mais également, on a ce parc avec ses arbres et on a également cette cohérence dans la trame urbaine de Cointe qui, là aussi, me semble être un point d'intérêt majeur du site. Et donc aujourd'hui, il y a effectivement une procédure de classement qui a été lancée hier. On voit qu'il y a un attachement de la part de la population liégeoise et pas que. Moi, je suis originaire de Tournai, c'est pas pour ça que on tombe en amour assez facilement du patrimoine liégeois. Voilà, il y a une pétition qui a été lancée, qui, je pense, aujourd'hui a récolté plus de 25 000 signatures. Les événements tragiques liés à l'actualité du patrimoine de ces derniers jours, ces dernières semaines, ont montré justement que aujourd'hui, plus que jamais, nous, collectivement, nous sommes en attente d'une meilleure protection, d'une meilleure valorisation du patrimoine. Qu'est-ce que le patrimoine ? Je pense, sans malheureusement pouvoir citer ma source, mais ça circulait sur les réseaux sociaux, quelqu'un avait défini le patrimoine en étant le patrimoine, c'est ce qui fait pleurer. Et je pense que devant ce bâtiment qui est méritoire, devant ce site qui est méritoire à plus d'un site, d'un aspect, et devant également cette signature, cette pétition de plus de 25 000 personnes, je pense qu'il y en aurait beaucoup plus d'un qui pleurerait si jamais ce patrimoine, cet édifice venait un jour à disparaître. Voilà pour avoir brossé grosso modo les jalons historiques et les points d'intérêt majeurs du site. Et je m'arrêterai là pour passer la parole à ma collègue. Donc, bonsoir à tous. Donc voilà, moi je m'appelle Delphine Peters, je suis architecte spécialisée en restauration du patrimoine et plus spécialement aussi du patrimoine classé. Donc j'appartiens au bureau Binario Architecte qui est un bureau vraiment local, liégeois. Et donc nous avons été appelés aujourd'hui pour vraiment donner un avis, une expertise sur l'état du bâtiment et aussi expliquer les grandes lignes d'un projet de restauration et de réaffectation. Alors, comme on l'a dit précédemment, effectivement, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une procédure de classement qui est en cours et qui, espérons-le, pourra aboutir rapidement. C'est important de rappeler en quoi consiste un classement et pourquoi il est important. C'est d'abord une mesure de reconnaissance de la valeur patrimoniale d'un bien, mais c'est aussi une mesure de protection, donc qui est destinée à assurer la conservation, l'entretien et, si nécessaire, la restauration du monument. Or, ici, on sait tous très bien que l'urgence pour l'Observatoire, et je pense ce qui a mobilisé aussi bien le comité de sauvegarde que tous ceux qui ont signé la pétition, c'est bien une urgence de protéger ce bâtiment afin d'écarter toute possibilité d'une éventuelle destruction ou transformation intempestive du bâtiment, mais aussi du site, du parc. Donc, comme l'a dit Monsieur Baudry, qui est vraiment exceptionnel. Donc, aujourd'hui, et on l'a dit précédemment, on parle vraiment de valeur d'un ensemble architectural, puisque le complexe est effectivement composé de différents bâtiments de différentes époques, donc l'ancien institut de style néogothique, mais aussi son extension de style moderniste, donc qui date de 1960, comme on vient de le dire, et qui est aussi significatif du mouvement moderne, et donc qui présente quand même des qualités architecturales indéniables et donc qui mériterait aussi d'être préservé.
Donc au niveau du classement, il faut savoir aujourd'hui que ce qui est mis en avant, c'est vraiment l'intérêt architectural, mais aussi scientifique et urbanistique, mis en avant pour la reconnaissance et la protection du bâtiment. Donc le classement est justifié en raison aussi de la rareté typologique du bâtiment, puisque comme on l'a dit, c'est un bâtiment un peu inhabituel que cet observatoire. Donc, comme je l'ai dit, le classement permet une mesure de protection. Il donne aussi évidemment accès à des subventions, tant pour la restauration du bâtiment que pour sa maintenance. Donc, on va pouvoir avoir des subventions pour toute une série d'opérations d'entretien, que ce soit préventif ou curatif, provisoire ou définitif. Alors, j'ai eu l'occasion de visiter le bâtiment il y a environ 2 semaines. Ce n'était pas une visite exhaustive parce que je n'ai pas pu avoir accès à toutes les parties du bâtiment. Donc, je n'ai pas pu voir notamment les coupoles des tours. Mais en tout cas, ça m'a permis de me faire une idée de l'état général. Alors, donc, il faut savoir que, d'après mes sources, le bâtiment est désaffecté depuis 2001. Et je citerai ici Viollet-le-Duc, dont vous avez entendu parler avec l'actualité de Notre-Dame, et qui disait « Le meilleur moyen de conserver un édifice, c'est de lui trouver un emploi ». Ça paraît une évidence, et pourtant, quand on voit le nombre de bâtiments à valeur patrimoniale qui sont aujourd'hui à l'abandon et qu'on laisse dépérir, ça ne paraît pas si évident. Cette citation pour rappeler l'importance de l'occupation du bien, une occupation évidemment en adéquation avec les bâtiments, le parc, mais aussi le quartier. Mais je laisserai François Schreuer aborder le sujet du programme qui est envisagé pour la réaffectation. Alors évidemment, la dégradation progressive des bâtiments deviendra de plus en plus rapide si on n'intervient pas rapidement et donc si on n'arrête pas vraiment le processus qui est dû d'une part à l'inoccupation, parce que qui dit inoccupation dit évidemment manque de chauffage, manque d'entretien, infiltration par les toitures, infiltration dans les maçonneries, humidité dans les boiseries, dans les charpentes, apparition de champignons, dégradation par les insectes, etc., etc. Alors parmi les bâtiments que j'ai visités, effectivement, le bâtiment qui est pour moi le plus préoccupant est celui de la Méridienne. C'est à la fois celui qui est, je dirais, le plus surprenant, et c'est vraiment un écrin qui abrite une perle, puisqu'on retrouve à l'intérieur un instrument astronomique de grande valeur. Comme vous avez pu tous le constater, la couverture métallique a complètement disparu et la structure métallique qui permettait l'ouverture de la toiture est aujourd'hui vraiment fortement attaquée par la corrosion, ce qui rend impossible le système d'ouverture. En visitant le bâtiment, j'ai vraiment été frappée par la grande valeur aussi des matériaux qui sont utilisés à l'intérieur, donc avec un magnifique parquet et aussi tout le revêtement intérieur justement de la toiture. Mais on voit aujourd'hui apparaître effectivement des taches d'infiltration. Donc effectivement, ce bâtiment est bien en danger. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager dans l'immédiat, ou qu'est-ce que nous permettra d'envisager aussi le classement comme protection urgente? C'est par exemple la mise hors eau justement des bâtiments, par exemple par l'intermédiaire d'une toiture provisoire, comme vous en avez peut-être déjà vu sur certains bâtiments. Ça a été notamment le cas par exemple à l'abbaye de la Paix-Dieu, donc la mise hors eau de l'abbatiale ou la mise hors eau du moulin en attendant leur restauration. Donc ce type de dispositif permet vraiment de stopper le processus de dégradation et donc de donner aussi le temps aux études nécessaires, donc à toutes les études préalables qui sont nécessaires pour avant un projet de restauration.
Donc ces études préalables vont permettre de dresser l'état du bâtiment, donc tant au point de vue de la structure, de son état phytosanitaire. Il y a également des inventaires amiantes qui sont nécessaires. Je sais que bon nombre de ces constats et de ces études ont déjà été établis par la région wallonne qui est propriétaire du bien, mais ces études devront évidemment faire l'objet d'une mise à jour, notamment pour l'étude phytosanitaire, puisque le processus de dégradation continue et donc il faudra voir dans les mois qui suivent l'évolution. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on dispose déjà d'une base de relevés. C'est évident qu'il faudra faire des relevés complémentaires. Donc, tous ces relevés devront être complétés. Alors, toutes ces opérations préalables vont permettre d'établir un diagnostic global, mais surtout de budgétiser les travaux de restauration proprement dit. Alors, il serait opportun, évidemment, de lancer également une étude de faisabilité, donc pour vérifier l'adéquation du programme envisagé avec les bâtiments existants et de nouveau de définir une enveloppe budgétaire réaliste pour l'ensemble du projet. Donc, les étapes qui vont suivre le classement, si celui-ci aboutit, et c'est ce que nous espérons tous, ce sera évidemment la désignation d'un auteur de projet par appel d'offres, puisque dans le cas d'un classement, il y aura des subsides publics, donc il y aura marché public. Il y aura ensuite donc toutes les études préalables et donc le projet de restauration, donc toute la phase d'étude pourra alors être suivie aussi par ce qu'on appelle un comité d'accompagnement. La législation vient de changer, donc pour ce qui était des bâtiments classés, il y avait ce qu'on appelle une procédure de certificat de patrimoine. C'était une procédure qui était relativement longue et aussi assez lourde d'un point de vue administratif. La législation vient de changer récemment et donc le dossier entrerait plutôt sous le régime du permis conjoint, donc qui permet tout de même de réduire les délais. Mais de toute façon, il y aura un suivi des études, évidemment, par donc l'auteur de projet, accompagné par donc l'AWAP, donc l'Agence wallonne du patrimoine, donc anciennement Institut du patrimoine wallon, donc fusion de l'Institut du patrimoine wallon avec le département du patrimoine de la SPW. Donc voilà, pour juste vous donner les grandes lignes du projet de restauration qui, on l'espère tous, pourra avoir lieu rapidement. Merci. Bonsoir. Je prends la parole ici sous une casquette associative qui est celle de l'ensemble des associations qui se sont réunies dans cette plateforme Sauvons l'Observatoire, avec l'objectif, un peu fou, de proposer un projet. Parce que tout le monde se rend bien compte qu'il y a une affection collective, une attention collective autour de ce bâtiment. Tout le monde sait aussi que le patrimoine, c'est difficile de le rénover, qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de dossiers, et qu'il ne sera pas nécessairement possible au pouvoir public de faire l'ensemble de ce qu'il faudrait faire. Et donc, la raison d'être de cette soirée, c'est d'essayer de faire un pas en avant, en suscitant quelque chose comme une émulation collective, avec tous ceux qui souhaitent se joindre à ce projet. Et donc, ce que nous faisons ici, c'est ouvrir une démarche qui a vocation à s'élargir, qui a vocation à fédérer, qui a vocation, et ça ne pourra fonctionner que de cette manière, à rassembler très largement les forces liégeoises, parce que le dossier est important. Le dossier est important, il est aussi difficile. Ne sous-estimons pas la difficulté de ce dossier. Par de multiples aspects, il suscite des attentes très importantes, il présente des difficultés techniques non négligeables, il présente des difficultés juridiques non négligeables par le fait qu'il est inscrit dans un périmètre très particulier à Liège, qui est celui du parc privé de Cointe. Et donc, ne serait-ce que trouver une affectation pour ce bien est quelque chose de difficile. Trouver une affectation qui réponde à la fois aux aspirations légitimes de l'ensemble du public liégeois, aux demandes et aux droits que peuvent faire valoir les riverains, aux possibilités que les pouvoirs publics dont les pouvoirs publics disposent, tout cela est difficile. Et donc il s'agit certes en aucune manière, dans la démarche que nous initions ici, de jeter la pierre, par exemple, à la région wallonne, qui a fait un certain nombre de démarches. Bon, l'entretien du bâtiment laisse à désirer, on l'a dit sur une série de points, mais sur d'autres aspects, des choses ont été faites.
Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une proposition qui soit susceptible d'être suffisamment fédératrice et suffisamment crédible que pour rassembler les énergies nécessaires à sa concrétisation. Alors cette proposition, nous prenons sur nous de définir un premier cadre, qui est une pièce à casser, qui est une pièce au débat. Nous espérons que ce cadre suscitera des idées et s'enrichira dans le chemin long qui commence aujourd'hui. Le cadre que nous voulons proposer, c'est d'abord un cadre qui s'inscrit dans l'héritage universitaire. Ce site est un site universitaire, un site emblématique de l'histoire de l'Université de Liège, un site emblématique aussi d'une très grande aventure scientifique. Je pense qu'il n'est pas anodin de souligner que si le secteur spatial a autant d'importance dans notre région, c'est parce qu'il y a un siècle et demi, des chercheurs ont commencé à travailler dans des baraques en bois et puis dans quelque chose d'un peu plus dur. S'inscrire dans l'héritage universitaire, c'est aussi très concrètement bénéficier de l'exemption juridique dont l'Observatoire a bénéficié au sein du Parc de Cointe, élément capital. S'inscrire dans l'héritage universitaire, c'est aussi apporter un soutien au développement, au rayonnement de notre université, en lui ajoutant un élément, un lieu qui sera un lieu de rayonnement, un lieu de rencontre. Et nous proposons d'en faire un lieu de rencontre entre les arts et les sciences. C'est une idée très générale et pourtant c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très commun, par exemple, dans le monde anglo-saxon. Beaucoup d'universités anglo-saxonnes disposent d'un lieu où les scientifiques et les artistes se rencontrent, où de multiples interactions sont possibles. Ça n'est pas quelque chose qui est forcément fréquent ici. Pourquoi ne pas s'inspirer de ces nombreux exemples anglo-saxons qui existent ? L'héritage, c'est aussi évidemment celui de l'astronomie. La Société astronomique de Liège, qui aujourd'hui est hébergée dans des locaux qui sont loin de ceux dont elle pourrait rêver, est une société scientifique importante, dont l'histoire est prestigieuse et dont le rôle devrait être reconnu. Il est évident qu'elle a toute sa place dans le projet qui doit être construit, qui doit être imaginé, non seulement pour valoriser le patrimoine qui existe, nous parlons des lunettes, nous parlons de la méridienne, nous parlons d'un esprit du lieu, mais aussi pour faire un travail de pédagogie, d'ouverture au public, de sensibilisation à l'astronomie et pourquoi pas faire revivre ces instruments en les rendant accessibles de façon beaucoup plus facile qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ce projet, il devra ouvrir la possibilité au public de fréquenter le lieu. Les Liégeois ont adopté ce bâtiment. On le voit avec les 25 000 signatures, on le voit avec les multiples réactions. Il y a des bâtiments, il y a des lieux qui ont pris un caractère suffisamment emblématique que pour devenir des biens communs. Nous pensons que l'Observatoire est l'un de ceux-là. L'Observatoire est un bien commun qui appartient à l'ensemble des Liégeois, peut-être à l'ensemble des Wallons, et il est important qu'ils puissent fréquenter ce lieu d'une façon ou d'une autre, que ce ne soit pas un lieu réservé, par exemple, à quelques personnes qui habiteraient des appartements de luxe que certains imaginent dans cet endroit. Imagination qui, au demeurant, semble techniquement bien audacieuse parce que le bâtiment n'est pas forcément adapté à ce type d'usage. Cette fonction, je le disais et je le répète, elle devra absolument être compatible avec la quiétude des lieux, avec la convention qui régit le parc privé. Je pense notamment à la quiétude des lieux qui devra donc être respectée. Alors nous avons commencé à prendre des contacts avec une série d'acteurs dans le domaine scientifique et dans le domaine artistique. Je ne pense pas qu'il m'appartient aujourd'hui d'énumérer les acteurs qui pourraient être là. Il ne nous appartient pas, le comité qui est en train de se lancer ici, de préempter le dossier en disant c'est tel ou tel acteur, telle ou telle fonction qui doit être présente, à l'exception de l'astronomie, qui évidemment a une place naturelle dans ce lieu emblématique. Mais nous avons commencé à prendre ces contacts et ces contacts sont positifs. Il y a toute une série d'intérêts qui se marquent, y compris dans le secteur public, et nous pensons qu'il est possible, si on trouve les moyens pour rénover le bâtiment, de lui trouver une affectation qui rende le lieu pérenne et le lieu enrichissant et offrant une nouvelle fonction qui n'existe pas aujourd'hui à Liège. Alors, le véhicule que nous proposons pour réaliser ce projet, c'est celui de la fondation. La fondation, c'est donc un objet juridique qui a pour caractéristique que ce qu'on met dedans devient inaliénable. Une fois que vous mettez un bien dans une fondation, globalement, il ne devient plus possible de le céder. Et voyant
parfois l'impécuniosité de certains pouvoirs publics qui, dans le cas de l'université, a été contrainte de céder ce bâtiment dans des circonstances difficiles, voyant l'impécuniosité aujourd'hui de la région wallonne qui, à son tour, envisage ou a envisagé de céder le bâtiment à un promoteur privé pour y construire des villas sur ce parc magnifique. Nous pensons que la Fondation est une manière de répondre à ça, une manière d'assumer cette dimension de bien commun qui, aujourd'hui, structure de plus en plus le débat sur le patrimoine. Cette Fondation porterait le pari de réunir des financements privés à hauteur d'environ un quart du projet, permettant de financer la restauration des lieux. On a beaucoup glosé sur les 100 millions, les 200 millions, les 300 millions que d'aucuns ont versés pour la rénovation de Notre-Dame. Ici, il faut en réunir 3. Il faut réunir 3 millions d'euros dans le secteur privé, à la fois par un crowdfunding qui passerait par un compte de projet à la Fondation Roi-Baudouin, qui permet, je vous le dis d'emblée, la défiscalisation des dons qui seront faits par ce moyen, mais également par une forme de mécénat d'entreprise. Et nous pensons que Liège a la capacité de rassembler un certain nombre d'entreprises qui pourraient trouver un intérêt à faire vivre ce lieu, mais aussi à l'occuper ponctuellement par la suite. Et donc, la proposition que nous défendons ici intègre le fait de dire, notamment aux entreprises du secteur spatial, mettez de l'argent, acceptez si vous voulez, d'assumer cet héritage qui a rendu possible votre existence, et vous pourrez ponctuellement, 1, 2, 3 fois par an, occuper le lieu pour organiser une réception, pour organiser une rencontre, voilà, dans le cadre qui est celui proposé ici. Le classement, évidemment, sera décisif pour rendre possible le financement, puisque qui dit classement dit aussi subside. Et puis, il restera une somme d'1 million à 2 millions à trouver pour rendre possible le projet. On arrive là dans des sommes qui sont envisageables à l'échelle d'une ville comme Liège, et nous pensons qu'il est alors là possible de solliciter les pouvoirs publics pour le solde, le complément du financement. L'objectif, c'est de trouver une dizaine de millions d'euros et de proposer à la région wallonne de céder le bâtiment pour l'euro symbolique à cette fondation. Cette fondation, elle serait placée sous le patrimoine de la ville de Liège et de l'université de Liège pour garantir dans le long terme le fait que ses fonctions et ses finalités restent bien dévolues aux objectifs qui seraient définis ensemble, cet objectif d'un lieu de rencontre entre les arts et les sciences. Quelles sont les conditions pour rendre ça possible ? La première condition, c'est le classement, et le classement de l'ensemble. D'ores et déjà, il va falloir être très attentif. L'information que nous avons, c'est que l'administration a rendu un avis qui prévoyait le classement de l'ensemble. Nous avons reçu cette note. Il semblerait que l'enquête publique qui démarre porte sur un classement beaucoup plus limité. Il va falloir être extrêmement attentif à ça. C'est bien sûr le classement de l'ensemble du site qui est une condition pour rendre possible le projet. La deuxième, c'est que des mesures de sauvegarde soient prises immédiatement. Là, il est incompréhensible que la région wallonne n'ait pas pris, par exemple, les mesures de couverture de la méridienne. Comment peut-on, alors qu'on a un tel trésor, ne pas veiller à, au minimum, bâcher, au minimum, construire cette toiture provisoire que Delphine Peters a évoquée. Il y a là urgence et nous demandons aux partis qui sont candidats aux élections de prendre des engagements par rapport à ça. Si vous êtes au gouvernement demain, dans les semaines, dans les mois qui viennent, il est nécessaire que vous preniez des mesures pour empêcher la dégradation qui est aujourd'hui entamée. Le troisième élément, c'est la cession pour l'euro symbolique à cette fondation. Cette fondation, nous ne disons pas exactement comment elle serait formée, mais nous nous proposons d'y contribuer. Nous disons, si la région wallonne n'est pas en mesure de prendre le projet en charge, et si la région wallonne n'a rien de mieux à faire que de vendre le site à un promoteur, eh bien, nous proposons qu'elle passe la main à cette fondation et nous pensons qu'il y a dans cette salle et ailleurs à Liège des forces vives suffisamment larges, suffisamment représentatives, suffisamment diversifiées, suffisamment ancrées dans la grande diversité sociale, politique du paysage liégeois pour assumer la création de cette fondation et le pilotage du projet. La quatrième condition, c'est bien sûr le soutien des riverains. Il est essentiel que l'association des propriétaires du parc de Cointe entoure le projet au minimum d'un minimum de bienveillance. Et nous pensons qu'il est nécessaire qu'elle soit associée à la réflexion autour de ce lieu pour faire en sorte que,
on évite ce qui a pu se passer dans d'autres dossiers dans le parc de Cointe, une immobilisation du projet. Et puis enfin, la dernière et la plus importante des conditions, c'est un enthousiasme. Liège est capable de ça. À Liège, il y a la force nécessaire pour rassembler les forces autour d'un projet comme celui-là. Il va falloir le faire. Il va falloir que l'enthousiasme dont nous sommes capables se fédère et se mobilise pour rendre possible la sauvegarde de ce bâtiment. Il n'est pas encore trop tard, mais il est temps. On a perdu sans doute beaucoup trop de temps autour de ce dossier. C'est maintenant qu'il faut le faire. Cet observatoire est un bien commun. Créons une émulation autour de lui. Faisons un appel à bonne volonté. Faisons un appel à idées. Et rendons ça possible. Voilà la suggestion que nous faisons. Et donc la table ronde qui suit maintenant est une table ronde politique inscrite dans une campagne électorale, mais elle est un peu particulière parce que l'objectif n'est pas forcément d'identifier les points de divergence entre les différents candidats qui vont s'exprimer maintenant, mais de savoir s'il est possible de rassembler une énergie commune pour rendre ce projet possible. Et je vous remercie pour votre attention. Bien, voilà. Alors, je pense que l'introduction a été déjà très longue et très, très complète, enfin, il me semble. La première chose, c'est que peut-être les membres de ce panel voudront intervenir à propos de ce qui vient d'être dit ou poser une question à un des orateurs. Les micros, pardon ? Ah, les micros sont là. Oui, d'accord. Ah, mais ça, c'est bien. Voilà. On va faire circuler ça. Donc voilà, première chose, est-ce que chacun d'entre vous, on va faire ça dans un ordre... Oui, voilà, je suis pas... Oui, se présenter d'abord. Monsieur Lejeune, d'abord. Jean-Denis Lejeune et je représente la ministre Alda Grioli. Diana Nikolic, députée wallonne MR. J'ai succédé à Christine Defraigne avant qu'elle ne devienne asexuée. Politique, bien sûr. Donc au Parlement wallon depuis 4 mois et demi. Donc au Parlement wallon depuis 4 mois et demi, et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais c'est suite à mon interpellation au ministre Collin en février, le 19 février 2019, qu'il a annoncé le lancement de cette procédure de classement, ce qui me vaut d'être parmi vous ce soir. Ah voilà, très bien. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là. Moi, je m'appelle Quentin Lebussy, je suis conseiller communal à Liège et je suis dernier suppléant sur la liste écolo à la région et je suis par ailleurs historien de formation, donc on aura l'occasion d'y revenir. Bonsoir à tous, moi je suis Sébastien Doutreloup. Alors, comme monsieur l'ancien recteur, je ne suis pas de Cointe ni de Liège, je suis conseiller communal à Sprimont. Et alors, qu'est-ce que je fais ici ? Je représente la liste PS au régional, mais je suis aussi climatologue à l'université de Liège et j'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer pourquoi cet observatoire me tient particulièrement à cœur. Bonjour, donc je m'appelle Maxime Tondeur, je suis tête de liste pour le PTB à la région wallonne pour l'arrondissement de Ouiouarem. Je remplace ici Alice Bernard qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente et je suis ingénieur de formation retraité. Très bien. Et, on va faire le tour des interventions. On va redémarrer dans le même sens. Si vous voulez, peut-être... soit poser une question, soit faire une affirmation, dire ce que bon vous semble. Mais celui qui veut. Hein. Honneur aux dames. Honneur aux dames, voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas un panel très, très féminin, mais bon, ça c'est la politique, c'est pas nous. Hein. Oui, vous n'avez pas choisi les intervenants. Donc, comme je le disais, voilà, moi je suis arrivée il y a 4 mois et demi au Parlement wallon. Je suis liégeoise, conseillère communale à Liège depuis un certain temps. Et très rapidement, je me suis plongée dans des dossiers liégeois qui me tiennent à cœur et celui-ci en faisait évidemment partie. Et donc, j'ai commencé par
par interroger le ministre Collin. Je suis un petit peu remontée dans les archives du Parlement wallon, et régulièrement le ministre Collin, qui a le patrimoine dans ses attributions, et la ministre Gréauly, qui a la gestion immobilière dans ses attributions, se renvoyaient la balle. Donc j'ai commencé à aller trouver monsieur le ministre Collin pour lui demander où est-ce qu'on en est par rapport à cette procédure de classement, et est-ce que un jour les Liégeois peuvent espérer voir ce site classé. Et là, surprise, il me répond oui. J'ai un avis favorable de l'administration et je vais donc entamer rapidement les démarches pour le classement. Sur quoi ce classement va-t-il porter? Le bâtiment principal. Le reste, c'est resté relativement flou. Alors, je me suis tournée vers la ministre Gréauly, parce que le ministre Collin me disait, par contre, pour ce qui est de la restauration, parce que j'ai mis en avant ce qui a été également dit et répété à plusieurs reprises ce soir, le délabrement des bâtiments, la mérule qui s'installe, et la nécessité de préserver tant le bâtiment que ce qui s'y trouve à l'intérieur, et alors la question par rapport aux autres bâtiments et au parc. Et là, le ministre Collin m'a renvoyé vers Alda Gréauly, qui, elle, m'a répondu on a fait quelques petits travaux dont elle est elle-même insatisfaite. Elle me l'a dit lors de sa réponse et dans le compte-rendu. Et elle m'a dit, pour le reste, je souhaiterais concerter, parce que, et ça a été répété aussi ce soir, il y a plusieurs contraintes par rapport à ce site, et donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc elle souhaitait concerter. Et j'avais eu vent, alors je ne sais pas si c'était déjà de ce projet-ci, mais un vent favorable m'avait ramené le fait que des anciens de l'Université de Liège, de l'Institut d'astrophysique, avaient un projet et souhaitaient refaire quelque chose à cet endroit-là en lien avec l'université, ce qui pouvait être peut-être compatible avec les contraintes, notamment juridiques, qui grèvent ce site. Et là-dessus, la ministre m'a dit, eh bien, on va concerter et on va voir. Donc, voilà un peu mon niveau d'information que je voulais partager avec vous ce soir. Je vais peut-être arrêter ici pour un premier tour et peut-être après réagir par rapport au projet qui nous a été présenté, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole pour ce premier tour. Bien sûr. Peut-être Monsieur Lejeune pour Madame Gréauly. Donc je peux vous confirmer que la ministre Gréauly a... N'oubliez pas de le rallumer, surtout après. Donc je peux vous confirmer que la ministre Gréauly a bien concerté les différentes parties en cours, que même au mois de décembre, je crois, elle a vu l'association des architectes, mais il n'y a plus de nouvelles, parce qu'il y a un projet qui serait en cours, mais ils ne veulent pas en parler. Ça, ce sont les informations que j'ai reçues. Maintenant, concernant l'urgence actuelle du site, c'est clair que voilà, la ministre a les compétences depuis 2017. Le bâtiment a été acheté en 2001 par la région wallonne. Voilà. Qu'a-t-on fait tout au long de ces années? Je veux dire, ce n'est pas sur les 2 dernières années que la mérule s'installe. Évidemment, il y a toute une logique. Voilà. Merci. Je pense que, avant peut-être de parler, je suis assez d'accord avec Diana de l'aspect projet qui est un aspect central. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête que ce bâtiment et son état aujourd'hui, c'est quelque chose de très liégeois. À savoir qu'on a un patrimoine considérable qu'on laisse se dégrader. Et pourquoi est-ce que je le dis? Pourquoi est-ce que je dis que c'est très liégeois? C'est peut-être pas que liégeois, mais parce que c'est quelque chose qu'on a vu se produire à Liège concernant le patrimoine liégeois à de multiples reprises. On a un historique de démolition extrêmement fort à Liège, qui a notamment il y a un peu plus d'un siècle à la maison Porquin, là où il y avait la place de l'Isère, encore l'année passée avec la dentisterie, si on veut parler d'un bâtiment qui était lui aussi anciennement universitaire, avec des historiques intermédiaires. On a parlé de l'Institut de pharmacie qui a retrouvé une occupation aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de l'Institut Montefiore pour lequel moi j'ai beaucoup milité. Aujourd'hui, il a été cédé. On peut lui souhaiter un futur. Mais donc, que ce soit dans l'historique de la ville de Liège ou de l'Université de Liège, la capacité
ou non à sauver et à réaffecter du patrimoine, c'est un enjeu important. On parle ici du patrimoine anciennement universitaire. Le patrimoine sacré c'est un débat que j'ai beaucoup essayé de placer au niveau du conseil communal et qui est en train de faire son chemin. Je ne pense pas que Madame Leschwin me contredira là-dessus. Donc c'est vraiment une capacité à réaffecter. Ah ben, vous aurez l'occasion de m'en parler, je suppose qu'il y aura un verre à partager tout à l'heure. Dernier aspect, toujours dans le côté très liégeois, je pense que quelque chose qui a souvent été le parent pauvre, c'est l'intégration dans l'espace des projets et surtout le dialogue avec les riverains. On a vu beaucoup de projets qui se développaient à Liège, malgré ou contre les riverains, et je pense que c'est quelque chose qui a été bien indiqué tout à l'heure, qu'en plus, dans le cadre très spécifique du parc privé de Cointe, il faut avoir à l'œil. Deuxièmement, je vais peut-être revenir brièvement sur le bâtiment en tant que tel et son intérêt, avant de parler du projet. Les 3 ou 4 dernières décennies à Liège ont démontré, s'il le fallait, que un bâtiment, une construction, un geste architectural n'a de valeur, ou en tout cas voit sa valeur décuplée quand il est correctement et directement intégré dans le quartier dans lequel il s'inscrit. Ici, on a un excellent exemple d'intégration dans un quartier. On a eu plusieurs contre-exemples récemment, et donc c'est quelque chose qui a une valeur significative, en plus de la qualité, et je ne vais pas y revenir dessus, sur la qualité du site en tant que tel. Par ailleurs, il faut savoir que des sites effectivement de ce style sont rares, certainement en région wallonne. Quiconque s'est déjà approché de cet endroit-là pourrait imaginer l'observatoire dans la lande anglaise comme un manoir privé. Et donc il faut savoir aussi, outre comment l'intérêt que nous lui portons, avoir cet intérêt-là. Je pense qu'on reviendra sur le projet dans un deuxième temps. Alors, comme j'ai laissé un petit peu le suspense pendant l'introduction, si j'en suis venu à la climatologie, personnellement, c'est parce que quand j'étais en primaire, j'ai visité plusieurs fois cet observatoire et j'étais fasciné par tous les instruments qu'il y avait. Donc, si j'en suis venu par après à la climatologie, bon, c'est vrai qu'entre l'astronomie et la climatologie, on regarde quand même le ciel, mais c'est à un autre niveau, parce que peut-être qu'en Belgique, c'était peut-être plus facile de regarder les nuages que les étoiles. Mais tout ça pour vous dire, mon petit parcours personnel, c'est que cet observatoire, quelque part, ça permet justement la vulgarisation des sciences et la communication aussi des sciences. Et c'est pas M. Rentier qui va me démentir, c'est qu'il y a un désintérêt assez général dans la jeunesse actuelle vis-à-vis des sciences, et que ce projet, justement, en tout cas présenté ici, pourrait participer justement à redonner cette envie aux jeunes et à la jeunesse de refaire un petit peu des sciences. Maintenant, on a parlé je reprends le mot, c'est d'émulation collective. Alors, j'ai peut-être envie d'émuler justement de ce projet en disant que, effectivement, l'astronomie, il y a évidemment toute sa place. Mais maintenant, on peut peut-être regarder les enjeux qu'on a à l'heure actuelle et dans le futur, à savoir les enjeux environnementaux et climatiques. Je vais un petit peu professer pour ma paroisse aussi du climat. On pourrait très bien transformer aussi ce projet astronomique en projet un peu plus général autour de la Terre, et donc peut-être transformer cet observatoire de Cointe en observatoire du monde, peut-être, un petit peu une vision un peu poétique. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire ici à présent. Oui. En fait, les hasards de la vie ont fait qu'il y a 40 ans, j'ai travaillé quelques semaines après avoir fait un stage de tourneur-fraiseur à l'ONEM, qui était pas, j'allais dire pas loin d'ici, qui n'était pas loin de Cointe. Et j'ai travaillé donc à l'Institut d'astrophysique comme fraiseur, engagé comme fraiseur. Et donc, je suis en fait un ancien, on peut dire, de l'Institut d'astrophysique.
Et à ce titre-là, quand je suis venu il y a 2 jours voir le site pour me rendre compte un peu, puisque en fait je n'habite pas directement la région liégeoise, j'ai été complètement, j'ai reçu comme un coup de poing dans la figure, quoi. Et je n'ai pas compris que comment Liège, qui est devenu, grâce à cet observatoire, grâce à l'Institut d'astrophysique, un des phares de la recherche dans le domaine astronomique, dans le domaine astrophysique et dans le domaine spatial, comment Liège et ce pôle astrophysique avait pu laisser aller les choses pendant, je vais dire, 25 ans, 20 ans, 30 ans. Et on sait donc qu'il y a en fait un centre spatial, Space Center au Sartillement. On sait qu'il y a le projet, le cluster Wallonia Space, je crois, avec nombre d'entreprises qui travaillent dans l'espace. Et j'étais vraiment choqué. J'ai trouvé ça une contradiction énorme, surtout quand j'ai appris que l'observatoire de Cointe faisait partie de l'embarcadère du savoir. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Donc, il fait partie avec les autres instituts comme le Cave Van Beneden, l'Aquarium, l'Hexapode de l'Insectarium de Warem. Qu'est-ce qu'il y a encore enfin, il y a 5-6 instituts de vulgarisation scientifique qui font partie de l'Observatoire des plantes aussi et les jardins botaniques. Donc, en fait, il y a différents secteurs de la science qui sont couverts par la passerelle, l'embarcadère des savoirs, excusez-moi. Et malheureusement, et c'est ce qui m'a frappé, moi, pas tellement comme militant du PTB, mais comme citoyen, comme papy, comme personne, voilà, c'est qu'à Liège, en fait, il manque un centre de vulgarisation scientifique de la science exacte. Il manque un centre pour la science physique, comme il y a un centre, comme il y a l'aquarium, comme il y a l'insectarium, comme il y a le jardin des plantes. En fait, il n'y a rien. Et à plusieurs reprises, j'ai d'ailleurs cherché, pour proposer à mes petits-enfants, des visites de musées, des visites éducatives. Et de ce point de vue-là, il n'y a rien. Donc, que faut-il faire? Excusez-moi d'être un peu long, mais enfin, je vous livre mes réflexions et mes sentiments. Que faut-il faire? Faut-il aller au planétarium de Bruxelles, qui a été rénové avec, je sais, pas mal $1 million, autour d'1 million, je crois, en 2009. Faut-il aller au Space Center? Et ça, c'est la question que je me pose, en fait. Quand je vois que le Space Center de Transine, qui a le mérite d'être là et d'exister, de drainer beaucoup de monde, en fait, va être rénové complètement avec, je crois, un budget de 12 millions, dont 6 millions venant de la région wallonne via l'Office du tourisme wallon, l'organisme du tourisme wallon. Donc, je trouve que là, il y a un réel problème, et je trouve que ce serait un beau projet, et je m'inscris dans ce qui a été dit, en fait, du sauvetage du site, du caractère particulier du quartier, du caractère historique du patrimoine avec l'ensemble des bâtiments de l'époque transentaire. Donc je m'y inscris tout à fait et je proposerais, moi, que soit étudié dans ce projet la création d'un centre de vulgarisation scientifique ouvert au public et pas comme le Space Center qui est relativement cher pour les familles et qui est relativement loin, mais qui soit centré sur Liège, ouvert au public à des tarifs démocratiques et qui fasse revivre la science exacte et en particulier l'astronomie parmi les écoles, parmi la jeunesse et parmi les citoyens. Bon, voilà. Je vais peut-être. Merci. Oui, je pense que c'est important de souligner, comme vous venez de le faire, que contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on parle art et sciences et qu'on dit qu'il n'y a rien, c'est pas tout à fait exact qu'il n'y a rien, bien entendu. Il y a des choses qui existent, hein, en particulier, voilà, il y a l'embarcadère du savoir et il y a un certain nombre de réalisations. Mais c'est vrai que sur le plan de l'astrophysique, qui est quand même un fleuron liégeois, on n'a plus qu'une demi-ruine dans laquelle il y a encore une activité, et on en est vraiment impressionné, c'est celle de la Société astronomique de Liège. Bien, voilà. Est-ce qu'on veut rebondir peut-être avant
avant de faire intervenir la salle. Je ne sais pas si vous avez, par rapport à ce que les autres ont dit, si vous voulez réintervenir. Par rapport à ce que les autres ont dit, je Ou pense pas, qu'on ou pas. on est tous relativement... Je crois que c'est François tout à l'heure, François Screuer, qui espérait qu'on puisse avoir une unanimité pour aller dans le même sens. Je crois qu'on est tous relativement d'accord par rapport à l'intérêt patrimonial. Et ça a été évoqué à plusieurs reprises. L'important, après cette procédure de classement, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va y faire et donc quel projet. Et moi, je voulais réagir par rapport à ça, parce que c'était un peu la question qui nous était posée en préambule, c'est de réagir par rapport à tout ce qui nous a été présenté. Il y a un projet qui a le mérite d'exister, dont les contours pourront et devront encore être précisés. Il a beaucoup été question de concertation dans ma première intervention, puisque c'était le maître mot du gouvernement actuel. À un moment donné, il faut pouvoir aboutir, mais avant cela, et je l'ai entendu aussi de mon voisin, mettre aussi les riverains autour de la table et construire ce projet ensemble. Alors, tout à l'heure, la question nous a été posée aussi de savoir si on pouvait s'engager pour après les élections, puisque nous sommes, je pense, tous candidats, après les élections, pour aller un pas plus loin. Le pas plus loin, le premier, ce sont des travaux de préservation urgents. Ça, très clairement. Le classement, il est en cours. Donc là, oui, je m'y engage. De toute façon, c'était la question, la requête que je formulais au ministre en m'appuyant sur cette pétition et les près de 25 000 signataires liégeois et non liégeois. Puisqu'effectivement, on peut tomber amoureux de ce patrimoine même en étant non liégeois. Donc j'ai mis ça en avant et donc ici je m'y perds. Oui, moi le classement c'est en cours, mais je m'engage à le défendre, que ce soit sur les bancs du Parlement, au sein du gouvernement, ou je dirais même moi ministre-présidente à dégager les budgets pour les premiers travaux de préservation. Les travaux pour aller plus loin dépendront aussi de ce qu'on veut y faire, évidemment. Et à cet égard-là, peut-être juste une dernière chose, et ça avait été évoqué tout à l'heure, le financement, ça va être le gros morceau. Tant aller chercher les subsides au niveau de la région wallonne que de trouver des financements pour les travaux. Mais, nous, au niveau du MR, on pousse évidemment beaucoup le partenariat avec le privé, avec les entreprises. Le mécénat nous semble être tout à fait la forme adaptée ici. Et moi, il y a une proposition dans notre programme que j'aime particulièrement, c'est le tax shelter pour justement le patrimoine. Et je pense que ça, c'est une piste que je pourrais aussi pousser et porter pour le patrimoine en général, mais celui-ci en particulier, celui dont on discute ce soir. Merci. Ouais. Allez-y. Oui, je voudrais un peu, quand j'ai dit il n'y a rien, c'est peut-être un peu excessif, mais en fait, il n'y a rien qui soit, quand j'ai dit il n'y a rien, j'ai voulu dire il n'y a rien qui soit à la hauteur de la place que joue Liège dans le domaine de l'astrophysique et de l'astronomie. On a bien compris. Ceci dit, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose et qu'il y a des hommes, des femmes compétents, experts et dévoués, notamment la Société d'astronomie de Liège, donc, pour lesquels j'ai beaucoup de compassion quand je vois dans quelles conditions ils ont tenu pendant des années, qu'ils ont levé le drapeau, non pas le drapeau rouge, mais le drapeau de l'astronomie. Et je trouve que normalement, ils devraient avoir une place de choix dans un projet, donc que moi je présente comme un projet de vulgarisation populaire, d'éducation permanente en fait à l'astronomie. Je voudrais encore dire alors sur la question du projet. Le projet, je découvre qu'il y a un projet de fondation, donc un temps de réflexion. Ce qui est important pour nous, pour le PTB, c'est pas seulement, le sauvetage, l'investissement et la remise à neuf, la rénovation d'un bâtiment et d'un parc, enfin de l'ensemble du site, mais c'est la destination qui lui est donnée à long terme et d'avoir donc une destination pérenne et un financement pérenne. Et nous pensons que fondamentalement, c'est au service public, aux organismes publics, régions, États, villes, universités,
d'assurer l'essentiel de la remise, l'essentiel du projet à long terme, parce que bon, il arrive aussi qu'un projet un bâtiment soit rénové, un projet soit mis sur pied, puis que l'argent pour le fonctionnement ne soit plus là, et que le beau projet reste en fait à l'état de bâtiment de nouveau pour lequel on a de nouveau trouvé une destination. Donc voilà, personnellement, le PTB, nous ne sommes pas favorables au partenariat public-privé, et nous sommes favorables à ce que les pouvoirs publics prennent en main ce qui est la propriété du public, puisqu'en fait ce site appartient au public, que les pouvoirs publics prennent en main la destinée de ce site dans un cadre d'une éducation permanente et populaire. Bien. C'était, je le signale au passage, c'était l'intention affichée au moment de la reprise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'université a accepté, enfin, pas accepté, mais elle s'est décidée à abandonner le bâtiment, pensant qu'il serait dans de meilleures mains, avec justement une intention de développer un certain nombre d'activités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des projets très précis par rapport au service provincial d'archéologie. Oui, je vous en prie. Pour revenir véritablement maintenant sur deux aspects, l'aspect engagement ici et maintenant et l'aspect projet, sur la liste écolo, notre ex-futur député tête de liste est ingénieur architecte, et notre actuel futur ex-député vous pouvez même être plus précis, est ingénieur, Véronica Crémasco et Philippe Henry. Et donc moi, modestement, comme historien, je suis intervenu dans ce dossier pour les encourager à être enthousiastes, mais ils n'avaient pas vraiment besoin de moi pour être enthousiastes. Donc Philippe était régulièrement intervenu au Parlement pour suivre le dossier, et il y a encore eu des interventions ici au premier semestre. Mais donc voilà, on n'a pas eu besoin de se forcer beaucoup pour d'une part, s'associer et s'enthousiasmer pour le projet, et surtout pour le défendre. Je pense qu'effectivement, le premier engagement qui doit être pris, c'est effectivement la mise hors eau pour interrompre la dégradation. C'est la première priorité, et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut s'engager fermement. Le classement, il y a une demande qui est en cours. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement être attentif au niveau de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, de s'assurer que c'est bien l'ensemble du site. Je suis revenu tout à l'heure sur l'intérêt du bâti et de son intégration, s'assurer que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il faut savoir que selon toute vraisemblance, ce ne sera pas le ou la même ministre qui aura commencé et qui terminera la procédure. Donc dans quelle mesure est-ce que l'après 26 mai viendra chambouler tout ça? Ça, on n'en sait rien à ce stade. En termes de projet, moi j'ai d'abord envie de vous dire que être si nombreux pour parler de patrimoine, c'est très enthousiasmant. Et donc j'ai envie de vous le dire, merci d'être là, et merci dans le futur de continuer d'être les relais d'un projet aussi intéressant. Je pense que la nature du projet, la capacité à articuler un projet qui soit effectivement art et sciences, éducation populaire, faire mettre la main et peut-être la main à la poche au privé, la qualité du projet va être déterminante dans ceci, puisque le classement, s'il effectivement est une pierre angulaire, une condition sine qua non de la réussite, le classement ne pourra pas tout. Des bâtiments classés qui mériteraient d'être largement subsidiés, rénovés, il y en a plus que de budget disponible. Et donc il va falloir convaincre largement. Moi je m'associe à la démarche ici qui est de demander aux gens de faire cause commune au-delà des appartenances politiques, et je m'y associe tout à fait. Deux réflexions. Moi, je pense qu'effectivement, vous avez raison, la plateforme qui s'est mise en place a raison de penser que dans le monde du spatial et au-delà de ça, dans le monde de l'industrie, il y a des gens qui savent qu'ils ne sont pas des générations spontanées et qui donc auront à cœur, et on peut l'espérer d'eux,
valoriser quelque chose dont ils sont issus, même s'ils sont peut-être les petits enfants des premiers ingénieurs qui sont, ou physiciens qui sont sortis de cet observatoire. Je l'avais écrit aussi, et donc je pense que le mécanisme de tax shelter peut être activé en la matière. Petite réflexion à ce stade qui demande aussi à être débattue. Des collectifs culturels à Liège, dans des structures évidemment actuellement de beaucoup plus petite taille, ont mis en place, et ça se passe plutôt bien, des occupations provisoires de lieux. Qui dit occupation provisoire dit occupation, mais aussi provisoire. C'est-à-dire que c'est une occupation qui est conçue pour pouvoir être finalisée ou terminée rapidement. Je pense qu'à court terme, ça pourrait être une piste pour, dans la mesure où c'est d'un point de vue sanitaire faisable, pour prévoir une occupation des lieux, c'est-à-dire un minimum de chauffage, un minimum de surveillance, qu'il n'y ait pas de dégradation qui se présente. Voilà. Très bien, merci. Je me posais une petite question, moi, par rapport à l'assistance ici. Il y a deux raisons d'être là. Une, c'est de se dire ah tiens, enfin on fait quelque chose, on va venir écouter ce qu'ils nous ont à nous dire et on va soutenir un projet de sauvetage. La deuxième raison, c'est de se dire oui, qu'est-ce qu'ils vont encore nous proposer et qu'est-ce que ça va devenir. Alors, j'aurais voulu faire un petit test et savoir quelles sont les personnes qui sont dans la première catégorie et quelles sont celles qui sont dans la deuxième. Attendez-vous à ce que les personnes qui sont dans la deuxième catégorie, j'ai une sous-question pour eux, évidemment, hein, mais je ne vais pas vous décourager parce que si vous êtes là, il faut vous exprimer. Donc, est-ce que vous êtes dans... Qui est dans la première catégorie, c'est-à-dire les gens qui se disent « Ah, les noms d'idiots ». Oui, il y a quand même... D'accord. J'ai eu un moment d'inquiétude. Je me suis dit « Oh là, je vais me prendre les pieds dans le tapis ». Non, ça va. Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici quand même relativement inquiètes, non pas parce que ça va devenir, mais parce qu'on pourrait avoir des idées farfelues ou qui leur paraîtraient farfelues. Est-ce que... voilà, il y a quand même des gens qui pensent que... qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, ma sous-question, c'est d'essayer de demander, parce que comme l'heure avance, il faut aussi que je donne un peu la parole à la salle, mais ça me paraissait intéressant d'avoir peut-être, mais de manière très courte, on ne va pas commencer des longs discours, ni faire une intervention politique, c'est plutôt du ressenti. Qu'est-ce qui fait peur, en fait ? Oui. Le point de vue de la ville de Liège, on ne l'a pas encore eu, c'est vrai. Donc, on va voir le point de vue de la ville de Liège. Oui, mais tu peux monter sur la scène. Non, peut-être voilà. 2 minutes. Voilà, Madame Defray. Trop long, voilà. Je pense que c'est important aussi de donner un petit peu la position de la ville de Liège et peut-être du collège au sens large. Et donc, dans l'exposé, d'abord, félicitations pour l'organisation et félicitations pour l'implication. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Le patrimoine, c'est ce qui fait pleurer. Patrimoine, on le voit, c'est ce qui suscite une émotion collective intense et qu'on a trop souvent tendance à minimiser, puisque ici 25 000 signatures, ce n'est pas rien. Ça veut dire que ces signatures, cette pétition, c'est un appel au secours, c'est un SOS, et c'est de dire on doit sauver ce patrimoine. Alors, un SOS, ce n'est pas encore une solution. Et donc, ce qui est bien aussi ce soir, c'est qu'il y a des pistes qui sont explorées, qui sont données. Je ne sais pas si c'est des pièces à casser ou pas, mais c'est aussi, c'est créatif, c'est intéressant, c'est rappeler la conscience universitaire, l'implication spatiale du lieu. Et c'est vrai que à Liège, on a cet intérêt, cet attrait pour le spatial. C'est aussi la notion d'éducation. Alors, j'ai
j'ai bien entendu l'intervention de François, et François a dit « Oui, mais c'est un dossier difficile ». Alors oui, c'est un dossier difficile. Il y a des ingénieurs, des architectes, des historiens de formation, des virologues, c'est ça? Il y a des juristes de formation. Alors, la première chose, effectivement, la procédure de classement est lancée parce que suite à l'interpellation de Diana et la réponse du ministre Collin, j'ai moi-même été interpellée au conseil communal et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allée voir monsieur Collin et il m'a dit il y a un mois, oui, j'ai lancé la procédure, l'arrêté ministériel venait d'être signé ou allait l'être, c'était signé, l'encre n'était pas sèche et la procédure portait et porte sur, on va dire, le bâtiment principal, sur le parc, mais pas sur les bâtiments, on va dire années 60, 70, les autres bâtiments. Donc, le débat du classement se limite et se définit sur cette portion qui est, on doit quand même le reconnaître, ce qui est l'essentiel de ce qui nous anime. Alors, la procédure de classement, et ça a été rappelé, qui a été modifiée, puisqu'on a un nouveau code du patrimoine qui entrera en vigueur le 1er juin, qui va changer un certain nombre de pratiques. La procédure de classement, c'est de la sauvegarde, c'est des possibilités de restauration, de subsidiation, et qui peuvent aller dans un cas comme celui-ci, qui peuvent, c'est pas automatique, il faut le savoir, jusqu'à 65 ou 70% des travaux de restauration, selon le cas, selon les modalités et selon ce qui est proposé. On nous dit, je dis on parce que vous l'aurez bien compris, c'est pas la ville de Liège qui est propriétaire, c'était l'université, puis c'est devenu la région wallonne. On est parfois triste d'avoir vendu ses bijoux de famille, Bernard, mais c'est comme ça, on ne refera pas l'histoire, on en a gardé, et il y a parfois des bonnes raisons ou des raisons qui s'imposent à vous à un moment donné, et donc on ne peut pas sur le lait renversé, on ne refait pas l'histoire, on nous dit plus ou moins 10 millions. Ça veut dire que, grosso modo, il y a encore 4 millions minimum, et si on dit 9-10 millions, c'est peut-être 10-12. On voit malheureusement l'état du bâtiment. Il y a encore, je vais dire, et ne m'en veuillez pas d'être imprécis, c'est parce que les chiffres sont là et que je n'ai pas d'estimation précise, 4 à 5 millions à aller chercher. Ça, c'est une chose. Pour y faire quoi? J'ai entendu des choses extrêmement intéressantes, l'idée d'une fondation, l'idée d'un projet qui reste dans ce cœur universitaire. Maintenant, effectivement, les choses ne sont pas si simples que cela. C'est qu'on est dans un parc privé. Je pense en tout cas, et dans un parc privé, ce n'est pas que, je veux dire, une gommette ou une enseigne qu'on se met, c'est qu'il y a des obligations juridiques. Je suis allée un peu revoir, j'ai vu une série, ne m'en veuillez pas de ma déformation professionnelle, mais de temps en temps ça peut aider aussi, une série de notes juridiques qui ont été faites. La région wallonne est propriétaire. Si elle se dessaisit, si elle cède, même pour l'euro symbolique, à une fondation, elle ne peut pas transmettre plus de droits qu'elle n'en a elle-même. Ça veut dire qu'elle transmet des droits, mais aussi les obligations qui pèsent sur le bien, que ce soit en termes de servitude et de charge. Alors, je ne donne pas un cours de droit, je ne suis certainement pas rabat-joie et je me joins à l'enthousiasme collectif. Je veux simplement dire que c'est ça un des nœuds du dossier, une des difficultés, que rien ne se fera là-bas s'il n'y a pas, et on a parlé de concertation tout à l'heure, une concertation intense, précise et fructueuse, on l'espère, avec les riverains. Parce que si demain on entre dans une bagarre juridique et une bagarre judiciaire,
personne n'aura rien gagné, ni le cœur des Liégeois, ni le cœur des habitants, ni le cœur de la science. Donc, moi, l'appel d'offres que je fais, au sens commun du terme et pas juridique, parce que c'est vrai que si c'est classé, il y a toutes les procédures de marché public, etc. On ne fait pas n'importe quoi, évidemment. L'appel que je fais, l'offre de service que je fais, Ville de Liège, et nous en avons parlé au collège, c'est d'être des facilitateurs, de mettre tout le monde autour de la table, et je l'ai déjà commencé par téléphone et autour de la table, et nous avons eu le plaisir de nous voir récemment. Les habitants du parc, leurs conseils, ceux qui portent un projet, l'université, les futurs membres de la fondation et la ville de Liège. Bien sûr que la ville de Liège, elle n'a pas envie, d'abord elle adore cet endroit, elle est attachée à son patrimoine Quentin, et je peux t'assurer que c'est une préoccupation constante et quotidienne, et quand je t'ai dit qu'il y avait des bonnes nouvelles aujourd'hui, tu verras lesquelles. Et évidemment, on ne croule pas, c'est un euphémisme, sous les deniers. Hein, on est dans une situation qui est particulièrement compliquée. Donc il faut aller chercher des sources de financement. On a évoqué le partenariat public-privé, mais il faut respecter les marchés. Et quand on entre dans une procédure de classement, il y a tout ce qui va avec et toutes les conséquences qui sont très balisées. Donc on ne fait pas n'importe quoi non plus en termes de financement et de marché. Mais donc nous, j'ai une grande table de réunion. L'endroit est agréable parce que c'est classé aussi. Et donc, moi, je suis prête à voir tout le monde, à mettre tout le monde autour de la table, en bilatéral ou pas, pour faire les massages qu'il faut. Je suis asexuée et politique, hein, je suis Ville de Liège, mais pour essayer d'arriver et de favoriser un consensus. En bilatéral ou tout le monde en même temps, parce que il ne faut pas sous-estimer dans un dossier comme celui-là les conséquences juridiques que ça peut avoir, pas seulement. Donc oui, ok pour porter un beau projet, mais rien ne se fera s'il n'y a pas une concertation, s'il n'y a pas parfois un peu de bon sens, d'angle arrondi, là où il faut. Vous connaissez, je ne vais pas les rappeler, les impératifs de l'endroit. Alors on me dit oui, mais il y avait l'observatoire, il y avait l'université, il y avait une activité. Oui, mais ça, c'était peut-être avant. Tout s'est fait aussi 1880, le milieu du 19e siècle. Malheureusement, le bâtiment qui est dans l'état où on sait, et puis le temps a passé. Il y a peut-être des habitudes qui sont prises, mais il y a aussi des stipulations juridiques. Je ne veux pas les sous-estimer. Le classement, pour moi, sera une excellente chose s'il est le levier pour faciliter un projet collectif, un projet qui réunit tout le monde. La pire des choses, ce serait d'avoir un classement qui ne débouche sur rien, faute de moyens, et d'avoir un chancre dans ce que j'appelle la ville. Donc voilà, appelez, on est là, et on fera de notre mieux. Très bien, merci beaucoup. Alors voilà, donc on va bientôt terminer, mais je voudrais donner la parole à la salle. Et le petit test que j'ai fait me montre que si je donne la parole au hasard, je vais avoir essentiellement des personnes qui sont d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. Par contre, j'aimerais avoir un peu d'informations sur quelles pourraient être les objections. Et je vais peut-être commencer par Marcelotte, à condition qu'il soit bref. Si c'est envisageable. Voilà. De toute manière, comme je vois la situation ce soir, tout le monde est d'accord, c'est magnifique. Hein, il y a une impulsion, là je parle sérieusement, il y a une impulsion qui est collective grâce à cette initiative. Merci beaucoup, félicitations, tout le monde est d'accord. Mais comme tu as dit tout à l'heure en entrée de jeu, ceci se situe quand même dans une position chronologique
très particulière. Vous savez qu'un archéologue est très intéressé par la chronologie, puisque la succession des événements donne bien souvent leur signification. L'un vient après l'autre et toujours dans le même sens. Ce qui signifie que nous sommes à la veille des élections et que cet enthousiasme-là, très partagé, risque de retomber, de s'émousser dans quelques temps. Il faut donc que, grâce à l'enregistrement que tu nous as annoncé tout à l'heure, Bernard, ces responsables, ces futurs responsables, en tous les cas nos porte-paroles, soient tenus, se souviennent éventuellement, mais soient tenus par leurs propres engagements ce soir qu'ils ont de manière si fervente de partager. Et je pense qu'ils pourront nous dire. En même temps, tu nous as annoncé aussi que nos propres interventions seraient enregistrées. Donc, nous sommes en train de nous engager, nous aussi, pour ce soir. Et comme vous savez tous, je suis un liégeois depuis le XIVe siècle, très, très fervent, en tout cas ma famille, pas moi personnellement. Et je pense que là, nous avons une belle occasion. Je pense qu'il faut rejoindre, bien sûr, l'objectif scientifique, l'objectif patrimonial. Je pense aussi que la butte dans lequel l'observatoire est installé, la butte de Cointe, est un magnifique signal. Lorsque l'on vient de l'étranger, on le voit de partout. C'est en même temps décoratif du point de vue de l'architecture locale. Ce n'est pas seulement un signe de l'astronomie, un signe de la science, mais en même temps un signe des Liégeois dont nous sommes. Et je pense que nous devons restituer cette image en la restaurant de manière la plus adéquate et la plus subtile possible. Je pense qu'avec toutes les bonnes volontés, toutes les compétences qui sont exprimées aujourd'hui, nous sommes bien partis, je crois, Bernard, pour que tout ceci prenne enfin forme. Moi aussi, j'ai regretté que, étant universitaire comme toi, nous, universitaires, ayons cédé ceci comme bien d'autres choses, comme Bavière, par exemple. Et bien sûr, nous étions tenus, mais je pense que c'est un peu notre fibre, non seulement liégeoise, notre fibre universitaire, qui est ainsi enfin honorée. Je pense que nous devons tous poursuivre cette encourageante réunion et poursuivre la dynamique. Je pense que ce soir, le résultat est déjà atteint pour cette première étape. Je vous remercie. Merci. Bonjour, voilà, je m'appelle Raphaël Pilette, je suis architecte à l'Agence Wallonne du patrimoine. Donc tout d'abord, je tenais à féliciter les initiateurs de ce type d'initiative, c'est le cas de le dire. J'avais quelques précisions à apporter par rapport à ce qui a été dit. Déjà, la première chose, c'est qu'à partir du moment où l'enquête publique de classement est lancée, les effets du classement grèvent le bien. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le bâtiment bénéficie de toutes les protections du classement pour une période d'1 an. Ça, c'est déjà une chose à savoir. Le corollaire de ça, c'est qu'il a dès à présent droit à avoir, enfin, il peut prétendre à des opérations de maintenance ou de mesures conservatoires d'urgence avec des subsides à la clé. Ça, c'est une deuxième chose. La question, alors, du coup, qui vient derrière, c'est sachant que le bien appartient à la région wallonne, que l'Agence Wallonne du patrimoine est un institut wallon et qu'on n'est pas censé se subsidier soi-même, voilà. Là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir essayer de dénouer. Et donc, du coup, l'idée de la fondation me semble être une bonne alternative qui faciliterait les débats, y compris pour la suite, dans l'hypothèse où le bâtiment serait effectivement classé. La dernière chose, et j'en resterai là, c'est que, donc effectivement, comme l'a dit François tout à l'heure, entre le document qui est sorti de l'administration et le document qui est sorti du cabinet du ministre, il y a quelques modifications, et des modifications qui sont substantielles. Les mots ont leur importance. Donc, dans l'enquête de classement, donc il n'est plus fait mention. En fait, il est fait mention d'un ensemble architectural, mais d'un ensemble architectural qui n'a aucune, qui est vidé de son sens, puisque l'administration demandait que soit classé comme ensemble architectural l'observatoire d'origine, on va dire, accompagné de ses extensions des années 60. Et que l'observatoire d'origine soit, lui, en plus classé comme monument, façade, toiture, structure et son plan. Dans l'enquête publique, vous pouvez vérifier, dans la demande d'enquête, il est spécifié, donc je l'ai sous les yeux, ensemble architectural de l'ancien institut d'astrophysique, à savoir le bâtiment original, à l'exception de l'extension moderniste. Donc il dit exactement l'inverse de ce qu'on a dit.
Voilà, ça c'est une première chose. Alors c'est peut-être une simple erreur de retranscription, mais en tout cas ça mériterait d'être attentif. Donc c'est voulu. Voilà, ok. Tout à fait. Bien sûr, mais c'est comme le sujet a été évoqué tout à l'heure, je donnais des précisions. Par contre, il y a un autre élément qui, lui, est fondamental, c'est que le classement comme site disparaît complètement. Ça, c'est fondamental, parce que juridiquement parlant, entre un site et une zone de protection, ça n'a rien à voir. Un site, il y a derrière un avis conforme de chez nous, dans le COPAT qui va arriver au 1er juin. Ça veut dire que si un promoteur vient avec une envie de lotir, ce sera non, point barre. Zone de protection, on peut toujours s'asseoir sur notre avis. Voilà. Oui, mais c'est fondamental, c'est fondamental. Voilà, maintenant je vais rester là, mais comme ça, soyez attentifs aux termes qui sont utilisés dans une enquête de ce type-là. Oui, c'est effectivement très technique, mais si ça change tout, il faut effectivement Oui, bien sûr. Ouais. Pas tout, on est d'accord. Oui, oui, bien sûr. Oui. Juste un mot à André Gob de l'embarcadère du savoir. Oui, on a parlé tout à l'heure de l'embarcadère du savoir que je représente ici, et je voulais apporter une ou deux petites précisions, et d'autre part un engagement au nom de l'embarcadère du savoir. Petite précision, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui concerne les sciences exactes, car il y a la maison de la science que vous n'avez pas évoquée et qui joue un rôle très important. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, plus positif, si j'ose dire, c'est que l'embarcadère n'est pas propriétaire, comme on l'a dit, des bâtiments, et que la Société astronomique de Liège fait partie de l'embarcadère, mais ça s'arrête là. Nous, on n'a malheureusement rien à dire sur les bâtiments eux-mêmes. Par contre, l'embarcadère est tout à fait prêt à collaborer à la réflexion et à l'élaboration de différents projets d'utilisation, notamment dans le domaine de la diffusion ou de la vulgarisation scientifique, évidemment, qui est notre créneau. C'est pour ça que l'université a créé cet embarcadère, notamment avec la ville, c'est pour contribuer à la diffusion des sciences. Cela dit, il faut tenir compte, on l'a dit à de nombreuses reprises, de la spécificité du lieu et en particulier de son environnement, c'est-à-dire le parc privé, ce qui limite les possibilités d'accueil du public assez fortement. Et d'autre part, du point de vue de l'embarcadère, il ne saurait être question de délocaliser ce qui existe actuellement au bord de la Meuse et de le transporter à Cointe. Nous, on est prêts à collaborer pour faire des choses nouvelles, pas pour déplacer la Maison de la Science à Cointe. Je voulais simplement le préciser, mais je pense que ça va de soi. Oui, pour nous, ça allait de soi. Louis a réclamé la parole. Je voulais juste dire, moi je parle pour les Cointois ici, donc j'habite à Cointe. Le parc de Cointe, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais parce qu'il n'y a jamais trop de problèmes au parc de Cointe. Il y a 259 personnes. Ce n'est pas un lotissement. On pourrait penser que c'est un lotissement. Ce n'est pas un lotissement comme les autres. C'est un parc privé dans lequel 259, je crois, propriétaires payent tous les ans des montants assez importants pour l'entretien des voiries, l'électricité, même si tout ça est en négociation avec la ville. Et donc, c'est un parc assez particulier, comme je crois il n'en existe pas d'autres à Liège. Dans ce parc, on n'en parle jamais, sauf pour le moment avec 3 dossiers. Le dossier de l'Observatoire de Cointe, le dossier de la maison Nétis et le dossier d'un incendie de ce qu'on appelle le château de Cointe, où une personne plantait du cannabis à l'étage. Et il faut savoir qu'à Cointe, on a quelques problèmes avec le patrimoine, parce qu'on est habitué aux dossiers qui durent très longtemps. L'Observatoire en est un. Je ne vous parle pas de la basilique de Cointe, faussement appelée basilique, qui est encore un dossier plus long que l'Observatoire. Alors, la position des Cointois, elle est chat échaudé, craint l'eau froide. Nous, on n'a pas envie de revoir
repartir un dossier qui va nous amener sur une durée invérifiable ou imprécisable, parce que c'est la quiétude des habitants de ce quartier qui est en cause. Et donc, on entend bien le projet et on est favorable au projet. On se mettra autour de la table pour discuter de ce projet. Je suppose que ce sera le parc privé de Cointe qui le fera. Moi, je ne suis pas habitant du parc privé de Cointe, mais je les ai entendus et ils sont prêts à en parler, mais ils feront respecter leurs droits. Voilà. Bonsoir. Donc, je suis cointois également et je suis assez inquiet de nature, voyant la manière dont l'urbanisme a évolué en région liégeoise et particulièrement à Liège. J'habite Cointe. Je trouve que ce dossier est particulièrement flou, a fortiori avec les précisions et les changements que monsieur vient de mettre en évidence et des détails techniques dont je ne mesure pas vraiment la portée parce que je ne suis pas un expert dans le domaine. Mais j'aurais bien voulu avoir quelques réponses. Apparemment, le bâtiment est mis en vente, mais d'après ce que j'ai pu apprendre lors d'une autre présentation, la procédure de vente est relativement floue. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je voulais quand même un peu le vérifier. On m'a dit qu'il était en vente et qu'il y a une procédure qui était... Bon. Qu'il y avait une société également de promotion qui aurait été un promoteur immobilier qui serait intéressé par le dossier, que le site était considéré comme une enclave dans le parc et donc ne devait pas respecter les prescriptions urbanistiques du parc. Ce sont des informations que j'ai et je suis juste là moi, pour me renseigner et savoir si ces informations sont correctes ou pas. Que certains donc sont opposés au classement. Mais apparemment, vous venez de dire qu'il y a une procédure qui était lancée donc pendant 1 an. Il y avait une certaine garantie, mais en même temps, il y a des changements qui ont lieu, qui changent la donne. Donc c'est un petit peu... Voilà, c'est juste ça. Voilà, vous voulez répondre au moins un élément? D'après les vérifications qui ont pu être faites au sein de nos services, donc l'observatoire dépend bien du règlement du parc. Donc voilà. Concernant par contre la vente et les promoteurs, je pense qu'effectivement, maintenant je ne connais pas toutes les arcanes du dossier, mais je pense qu'il y a eu effectivement une volonté à un moment donné de vendre le bien, mais sauf erreur de ma part, c'est caduc à ce stade. Voilà. Oui, madame. Je ne sais pas comment je vais vous appeler ça. On sert à quelque chose. Bonsoir. Moi, je témoigne en tant que voisine directe de la Société astronomique. Et je voudrais amener un peu d'optimisme. Je connais les règlements, je sais tout ce qui se passe, je suis de très près le dossier parce que je suis admirative devant ce bâtiment. Les personnes qui sont dans la société sont vraiment des personnes qui s'activent beaucoup. Je vois souvent les allées et venues, les gens qui participent à des événements, même en semaine. Je vois souvent le monsieur qui vient entretenir le jardin, chercher les feux. Enfin, voilà. C'est vraiment, pour moi, il n'y a vraiment aucun problème d'avoir ces personnes, que du contraire, c'est une activité en face de la maison. Je voudrais aussi souligner que les 2-3 dernières années, j'ai pu voir les dernières semaines d'août des stages qui ont été organisés. Je peux vous dire, je crois vraiment que les enfants sont passionnés. Moi, j'ai travaillé moi-même dans l'animation avec les enfants. Du matin au soir, on les voit, mais s'activer dans le jardin parce qu'ils profitent de tout le parc. Moi, je dis, je suis à fond pour qu'il y ait quelque chose qui soit fait là-dedans, aussi bien pour la sauvegarde du patrimoine que pour le culturel et ouvrir ça à un maximum de personnes. Donc voilà, je sais que dans le parc, parfois, voilà, chacun a ses idées. Moi, c'est quelque chose qui doit s'ouvrir un maximum à l'extérieur. Et voilà, à ce moment-là, dès qu'on peut faire des projets, il sera toujours temps de travailler là-dessus. Je crois que c'est surtout le problème de circulation et de parking qui pose problème à certaines personnes. Personnellement, moi, les gens viennent se garer
il n'y a pas de souci, ils sont devant chez moi, ils ne m'embêtent pas. Donc voilà. Pardon, permettez-moi de dire que, étant un proche voisin, pas tout à fait aussi proche, je partage entièrement l'enthousiasme de madame. Qui n'est pas d'accord. Je ne suis pas contre. Désolée. Je suis de la catégorie A et j'aurais aimé poser une question au monsieur de la région Wallonne qui est... Oui, je vais essayer d'être brève. Voilà, concernant le classement, donc l'enquête sur le classement qui a démarré, monsieur, vous avez fait une intervention évidemment très claire et je vais dire qui me refroidit un petit peu, puisque seuls les bâtiments de la fin du 19e siècle seraient proposés au classement. Je voudrais d'abord m'assurer qu'il s'agit des 7 bâtiments, puisqu'il y a quand même la maison du directeur, de l'assurant, de l'assistant, les 3 tours, et bon, je ne sais pas si j'arrive à 7, mais en tout cas, est-ce que ce sont bien ces bâtiments anciens, y compris la Méridienne, qui sont proposés au classement? Super, ok, donc là je suis rassurée. Par contre, le fait d'exclure les bâtiments des années 60, qui sont quand même, voilà, qui font partie de l'histoire de cet observatoire et qui ont une belle capacité, hein, parce qu'ils sont amples. Il y a les anciens auditoires des ateliers. Eh bien, cela laisse augurer vraisemblablement, s'ils ne sont pas classés et s'ils ne sont pas protégés ni mis hors eau, d'une possible démolition dans l'avenir. Pourquoi? On imagine pour des projets qui pourraient être privés, d'où cela handicape quand même le projet public de grande espérer de quelque chose qui pourrait réunir les Liégeois autour d'un centre reliant les sciences et les arts. Donc on est ici dans une perspective un peu rétrécie. Et enfin voilà, je ne veux pas être pessimiste, mais j'entends, j'acte aujourd'hui ce qui vient d'être dit. Et à ce sujet, je pense que c'est le moment de dire à nos représentants futurs élus qu'ils soient très attentifs à cette dimension, parce que y a-t-il place, s'il y a un gros projet immobilier qui pourrait entraîner une disparition possible du parc, puisque le site n'est pas classé, y a-t-il place alors pour le projet que nous espérons aujourd'hui? Voilà. Je ne veux pas refroidir l'Assemblée, mais soyons réalistes. Je vous remercie. Bien. Il n'y a plus d'intervention. Je vais demander peut-être de faire un petit tour du panel. On va prendre dans l'autre sens, relativement brièvement, mais en fonction de ce que vous avez entendu, peut-être un mot de la fin pour chacun. Olivier, non, ça sera pas Olivier, ça sera... Donc nous soutenons la démarche entamée de sauvetage de l'ensemble du site, donc le parc et les bâtiments, auxquels nous nous associons à cette démarche. Personnellement, j'insiste sur l'avenir que peut être ce site pour l'éducation permanente et l'éducation des jeunes sur les domaines de l'astrophysique et de l'astronomie. Je crois que ça n'est pas en contradiction avec les intérêts des riverains. Et je crois que quand on voit en fait l'enthousiasme que les jeunes peuvent avoir à visiter, par exemple, l'aquarium, bon, il n'est pas dans un parc privé, l'aquarium, bien sûr, mais en fait, le nombre de jeunes que ça draine en période de vacances et l'enthousiasme que ça cause, je crois que ça ne peut que éveiller l'unanimité autour d'un tel projet. Merci, on est bien d'accord. Alors moi, je suis assez optimiste. Ça fait pas très longtemps que je fais de la politique, mais c'est quand même assez... Enfin, en tout cas, il faut le souligner. Quand tout le monde est d'accord, ça me rend, en tout cas, optimiste vis-à-vis de ce projet-là. Mais peut-être que si tout le monde est d'accord, c'est peut-être que le projet à la base est très bon aussi. Et donc, je crois que malgré les difficultés mineures, comme il a l'air
d'y avoir un petit peu. En tout cas, ce sont des points de détail, mais en tout cas qui pourraient très bien être résolus si, à part se réunir autour de la table, comme Madame Leschfin l'a proposé. Et donc voilà, moi je trouve ça très bien. Merci. Vous avez pu compter dans le passé sur les parlementaires écolos pour pousser à la roue dans ce dossier. Je pense qu'on pourra m'engager en leur nom, puisque ce ne sera pas personnellement mon cas, à ce que ce soit toujours le cas dans le futur. L'historique de cet endroit, c'est du patrimoine, de la science et de l'éducation. Si on ajoute à cela la dimension culturelle, comme c'est suggéré, je pense qu'on a 4 éléments sur lesquels on peut fonder un bon projet. Je vous invite à conserver votre enthousiasme et votre opiniâtreté, parce qu'il en faudra pour un dossier de cette ampleur. Ça a été bien dit tout à l'heure, ceci c'est le début de quelque chose qui va prendre du temps pour avoir dimanche un combat personnel qui date de plus de 8 ans, qui se réalise. Je peux vous dire que parfois il faut du temps. Et donc moi je vous invite aussi à ça. Dernier aspect, si ça peut en plus, en parallèle, augurer d'un nouveau chapitre dans les relations ville-université, je pense que tous les Liégeois y gagneront quelque chose. Merci. Voilà, je l'avais dit en introduction, la réponse du ministre sur le périmètre du classement était floue. Elle l'était peut-être à dessein. Je remercie Monsieur Piette pour les explications qu'il nous a données ce soir. Le temps politique est souvent un temps très long. Et c'est souvent la politique des petits pas, mais bon, on avance. Je crois qu'ici, plusieurs ont pointé les contraintes juridiques et elles s'appliquent à tout le monde, y compris aux politiques. Donc, je terminerai sur cette note en disant qu'on ne pourra construire ce projet qui nous enthousiasme tous qu'avec les riverains, l'ensemble des riverains et la multiplicité des positions des riverains et certainement pas contre eux, parce que là on ouvre alors la voie à des bagarres juridiques, judiciaires qui ne feront que pourrir encore la situation plus longtemps. Et alors je me réjouis de la position de Leschfin, qui donc en tant que représentante de la ville de Liège, de facilitatrice dans ce dossier. Et je crois que vraiment ce qu'il faut, c'est mettre tout le monde autour de la table pour trouver une solution, mais aboutir aussi à un moment donné. Il est plus que temps. Merci beaucoup, Monsieur Lejeune, pour la ministre qui va être en première ligne par rapport à la protection du site. Mais je pense que déjà faire la démarche de demander le classement, c'est une démarche positive qui a mis certainement du temps à aboutir, mais on y est. Donc, on va dans le bon sens. La ministre est bien sûr attentive à tous les projets qui vont arriver sur la table du gouvernement wallon, à condition bien sûr de rencontrer tous les intérêts des différents intervenants, notamment en tenant compte évidemment que l'observatoire fait partie d'un parc privé et qu'il faudra bien sûr en tenir compte dans les décisions qui seront prises par rapport aux projets qui vont naître. Merci beaucoup.